Les personnes en situation de handicap ont besoin de plus d'accessibilité pour leur faciliter la vie au quotidien. C'est ce que prévoyait la loi d'accessibilité de 2005 qui ne cesse depuis d'être retardée. Alors en Sarthe et au Mans, quelle accessibilité dans leur vie quotidienne, mais aussi au travail, en sport ou encore en loisirs. Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Nous sommes en direct sur LMTV bien sûr et sur Facebook. Nous attendons vos questions et vos réactions pour alimenter notre discussion. Je les poserai à mes invités que sont ce soir Sophie Moisy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère déléguée auprès du maire du Mans aux questions de handicap. Merci d'être présente. Bruno Beaune, vous êtes bonsoir, vous êtes enseignant-chercheur au sein du laboratoire de motricité et d'interaction des performances à l'université du Maine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Marchand, vous êtes adhérent et référent accessibilité de la délégation APF de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Richard Magnette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue Sport Adapté des Pays de la Loire. Mais commençons tout de suite par notre première partie. Nous allons réaliser un état des lieux de l'accessibilité au sens large dans la vie quotidienne. J'ai envie de me tourner vers vous, Sophie Moisy. Au Mans, comment ça se passe? Quels sont les plans, les objectifs que vous avez? Je parlais tout à l'heure de la loi de 2005, où on en est réellement aujourd'hui, en 2016. Alors en 2016, on a pris un petit peu de retard vis-à-vis de la loi 2005, comme toutes les collectivités en France. Aujourd'hui, on a lancé des gros projets, notamment sur le bâti, puisqu'on a répertorié tous nos bâtiments. Pour la ville et le Mans Métropole, on parle de 400 bâtiments environ, sur lesquels on a fait des diagnostics pour pouvoir les rendre accessibles. Monsieur Marchand, ici présent, a participé aux consultations, puisque nous travaillons en lien étroit avec les usagers et les associations, parce que l'accessibilité, c'est avant tout l'accessibilité universelle, c'est ce qu'on défend. On veut que la ville et la cité soient accessibles au plus grand nombre, donc ça passe par des concertations étroites avec les usagers qui la pratiquent. Donc c'est à peu près 20 millions votés sur 9 ans, ne serait-ce que pour les bâtiments. On a fait pareil en transport, 1,5 million sur 3 ans. Bientôt on va s'attaquer à la voirie, là on parle de la métropole en général, donc pas que la ville du Mans, puisque c'est toutes les communes de Le Mans Métropole qui sont impactées par la voirie et le transport, mais on travaille aussi en culture, on travaille en signalétique, tout ce qui peut rendre l'accessibilité un peu plus en avant, enfin permettre aux citoyens de pouvoir pratiquer leur vie de façon le plus facile possible. Jean Marchand, le constat que vous faites, vous, au Mans, pour se déplacer en fauteuil roulant par exemple, quel est-il? Je dirais qu'en matière d'accessibilité, il y a eu énormément d'efforts de fait. C'est surtout, disons, des petits problèmes de raccord qui gênent le plus. Je vois par exemple, si on prend simplement la continuité, parfois nous avons des arrêts de trottoir qui sont, disons, mal conçus. Vous avez parfois, par exemple, je prends ici le gars qui a été fait. Lorsque je suis arrivé, vous avez une sonnette installée et puis elle est tout là-haut. Alors ça fait un peu comme Jésus, lève-toi et marche. Sinon, mais disons que dans l'ensemble, vu la concertation que nous avons, les problèmes arrivent à s'arranger. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire et qu'il ne faut pas oublier, c'est le problème financier. Bruno Beaune, l'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'accessibilité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, très variées, notamment en fonction des types de handicap auxquels on est confronté. Il y a effectivement l'accessibilité pour les gens en fauteuil, où on va être sur des aspects plutôt matériels, par exemple, comme il vient d'être dit, sur les bordures de trottoir, sur éventuellement les rayons de virage pour un fauteuil quand on se retrouve dans un couloir et qu'un seul coup il faut franchir une porte. Si vous ne pouvez pas tourner votre fauteuil, comment faites-vous? Donc ce sont ce type d'aménagements qui sont faciles, je dirais, à concevoir ou à imaginer, mais il y a d'autres formes aussi qu'on peut rencontrer. Par exemple, question qu'on peut poser, c'est quand on vient dans un studio, on est une personne malvoyante ou aveugle, comment est-ce qu'on peut se diriger si on est seul? S'il n'y a pas soit une barre de guide au sol, s'il n'y a pas un élément rugueux au sol qui permette de se repérer, ou éventuellement un système de guidage, un audio-guidage. Alors, vous voyez qu'on a deux types de handicap, deux types de solutions qui peuvent être possibles. Tout va dépendre en fin de compte du type de handicap auquel on est confronté le plus souvent.
Et ça, de la même façon, c'est prévu dans tous ces plans, dans les établissements publics, dans les institutions. Il faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer au maximum. Alors la loi qui de 2005 prévoit l'accessibilité universelle dans tous les lieux pour toutes les personnes. Donc on est très large. Il y a eu un décret récent, donc l'année dernière, c'est pour ça qu'il a fallu rendre des agendas d'accessibilité programmés pour toutes les personnes qui reçoivent du public, donc les ERP, les établissements recevant du public. Donc là, ça va concerner pas que les institutions, ça concerne le petit commerce de quartier, ça concerne les établissements de soins, enfin tout établissement recevant du public doit rendre cet agenda en expliquant ce qu'il va faire comme travaux pour rendre accessible son bâtiment. Et s'il ne peut pas le faire, il va demander une dérogation à l'État qui va ou pas l'accorder. Voilà, donc la ville et la métropole sont passés par là, ont rendu leurs agendas. On est plutôt satisfait parce que c'est vrai que ce qui a été évoqué, les différents handicaps sont parfois contradictoires. Ce qu'évoquait Monsieur Marchand tout à l'heure sur un trottoir qui, parfois on appelle ça des bateaux pour pouvoir descendre du trottoir, ne va pas forcément être opportun pour un fauteuil, mais va être absolument nécessaire pour une personne qui a une canne. Parce que sinon, s'il n'y a pas un petit peu un rebord de trottoir, elle ne peut pas savoir qu'on arrive sur la chaussée. Donc il faut concilier tous ces handicaps. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est primordial pour moi depuis que je suis élue, ça va faire bientôt 9 ans, que les usagers soient présents et que tous les handicaps soient représentés systématiquement pour qu'on trouve le meilleur compromis, le meilleur consensus possible dans les aménagements que l'on crée. Et l'accessibilité, on en parlera plus longuement dans la troisième partie de l'émission sur les sports et les loisirs. Richard Magnette, vous, c'est de donner l'accès à tout le monde au sport, c'est ça ? Oui, juste en préambule, je suis président de la Ligue de sport adapté. Le sport adapté concerne les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc les problèmes d'accessibilité sont encore différents que ceux des non-voyants, malvoyants, sourds, malentendants ou personnes handicapées moteurs. Mais on retrouve dans le cadre du sport, loisir ou compétition, les mêmes problématiques. J'étais pendant plus de 30 ans arbitre de basket handisport, donc fauteuil. Je me souviens des temps glorieux où l'équipe du Mans partait en train et tous les sportifs étaient obligés d'aller jusqu'au bout des quais pour faire le tour, pour revenir à l'accessibilité pour le train. Et chaque personne en fauteuil était portée à l'intérieur du wagon. Les choses ont largement évolué maintenant, les ascenseurs, les systèmes électriques, etc. Et on voit, je rejoins tout à fait ce que dit Madame, j'ai la chance avec un mandat au comité régional olympique et sportif de m'occuper du challenge des villes les plus sportives de France, et on voit à partir de la plus petite commune jusqu'à la plus grande, tout le travail qui est fait par les élus pour rendre les locaux sportifs accessibles au plus grand nombre. Ça passe pour nous, handicap mental, parfois par des logos, par des smileys, par des changements de couleurs qui peuvent être très intéressants. Et dans des temps pas si lointains, un nouveau Krebs doit avoir le jour à Nantes, et chose assez incroyable, mes collègues de handisport et nous-mêmes avons été les premiers interlocuteurs des maîtres d'œuvre et des architectes pour savoir ce que l'on souhaitait mettre dedans pour faciliter l'accessibilité au plus grand nombre. On parlera de signalétique dans un instant, mais juste avant, je propose de regarder les avis que nous avons trouvés ce matin dans les rues du Mans. C'est vous, nos téléspectateurs. Très compliqué, il y a beaucoup de marches partout. C'est difficile de circuler, il n'y a pas de plan incliné, enfin bon, c'est galère pour eux. Hein. Oui. Il n'y a pas de signalisation au sol pour indiquer le passage pour les chaises roulantes, même pour les gens qui ont des poussettes. Enfin, tout le monde a besoin d'un plan incliné, qu'il soit jeune ou vieux. On a toujours besoin d'une signalisation au sol qui permet d'accéder à un endroit précis. Par exemple, pour le passage des Jacobins, ou même là, vous voyez, on a accédé vers l'horloge florale, mais il y a des marches, donc on ne peut pas accéder. On n'habite pas le Mans, on habite à Alençon, et je pense qu'il faudrait beaucoup plus, effectivement, pour l'accessibilité. Il n'y a pas suffisamment. Hein. Je pense que c'était vraiment une question compliquée, avec des espaces publics qui sont anciens, difficile à réaménager, et il y a énormément de points singuliers, au Mans notamment, où pas forcément la personne handicapée, mais la personne à mobilité réduite va rencontrer des problèmes sur les trottoirs pour avoir une circulation fluide. J'ai beaucoup d'exemples en tête. Alors évidemment, il y a un coût. Une réflexion ponctuelle peut toujours se réaliser. Après, c'est les espaces publics qui peut-être
par section de ville pourrait être appréhendée de façon à ce que le piéton, qui est quand même le premier acteur de la ville, puisse trouver une vie confortable dans la ville. Voilà ce que je pense de ces sujets-là. Il n'y a rien vraiment de bien. Ils devraient quand même adapter des places plus pratiques pour accéder au centre-ville déjà, et que ça soit gratuit pour eux surtout. Ils ont déjà un handicap, on va pas tout leur... Ils vont quand même pas être gênés tout le temps non plus. Aujourd'hui, non, pas partout, notamment dans certaines rues où il y a un pavage, où ça doit pas être évident pour les personnes qui sont en mobilité réduite. Je pense pas que tous les magasins non plus soient encore accessibles. Après, il y a vraiment un réel manque moi je suis commerçant, donc il y a un réel manque d'informations sur comment bien équiper son magasin pour ces personnes à mobilité réduite. Après, je trouve également sur la périphérie où les trottoirs sont pas assez larges. Donc voilà, après il y a toujours les histoires de stationnement où on empêche les personnes de passer. Mais ça, voilà, c'est jamais simple pour tout le monde. Je sais pas, moi je travaille dans un centre de personnes handicapées, donc vous voyez, je suis au plein cœur du sujet. Et plus on va faire des choses accessibles pour ces personnes-là, mieux ce sera, parce que ils ont vraiment besoin d'être aidés. Et on est là pour les aider, et donc nous qui sommes valides, autant faire le nécessaire pour eux. Tout ce qu'on peut pour eux. Sophie Moisy, ils sont assez critiques, ces personnes, en tout cas, ils sont assez sévères par rapport au bilan qui est fait. Vous l'entendez ? Oui, je pense qu'effectivement, on a parlé de sujets, comme je disais tout à l'heure, les commerces, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on se retrouve devant une loi qui nous oblige. Alors, pour la ville, c'est déjà beaucoup de travail. J'imagine que pour le petit commerçant, c'est encore plus compliqué. On a parlé de coûts. C'est un coût réel. Quand on dit 20 millions, c'est pas 20 millions en l'air. 20 millions sur un plan de 9 ans, c'est un vrai engagement de la collectivité sur ce sujet-là pour rendre nos bâtiments accessibles. Bien évidemment, ce qui est surtout évoqué, c'est ce qui nous manque, le troisième maillon, j'ai envie de dire le plan d'accès voirie qu'on essaye de travailler. Alors, on a parlé de rues effectivement qui ne sont pas toujours idéales, le dallage effectivement. C'est aussi ça la particularité du Mans, c'est que c'est une vieille ville. On a le vieux Mans qui est quasiment impossible ça sera jamais accessible aux personnes à mobilité réduite, le vieux Mans. Moi, j'ai un peu d'optimisme. On a fait des choses fabuleuses dans des vieilles villes, dans d'autres vieilles villes. On a rendu des bâtiments qui étaient classés accessibles. On a pu faire des choses, donc je pense qu'on peut le faire. Mais tout ça a un coût. Tout ça nécessite un accord, notamment de l'architecte des bâtiments de France. On a plein de choses à avoir comme aval pour pouvoir faire ce genre de choses. Et effectivement, le coût engendré est très important. Donc, mais je pense que non. D'ailleurs, le stationnement est gratuit. On se le disait en aparté. Les places maintenant, la loi a été votée cette année. Les places réservées aux personnes handicapées sont gratuites. Sauf, bien évidemment, quand il y a des barrières d'entrée et de sortie. Dans les parkings privés. Voilà. Jean Marchand, une réaction par rapport à ce qui a été dit ? Vous êtes d'accord avec le constat ? Oui, je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. C'est que en matière, disons, de parking, la gêne que nous avons, ce sont les personnes qui s'installent sur nos places. Ça existe encore aujourd'hui ? Ah oui, régulièrement. Alors moi, j'en suis arrivé parfois à m'installer, disons, à côté de la voiture, et puis je m'en vais. Comme ça, la personne, elle ne peut plus reprendre sa voiture, donc elle attend que je revienne. C'est tout. Et sinon, sur les autres, vous faites un parcours d'un point A à un point B, et vous pouvez rencontrer plein de difficultés, un trottoir qui va se rétrécir. Ah ben oui, mais disons, c'est un peu un gymkhana, donc il faut, disons, s'adapter au fur et à mesure. Parfois vous êtes sur le trottoir, parfois vous êtes sur le chaussée, ou alors lorsqu'on ne peut pas, on demande l'aide d'une personne pour pouvoir passer un trottoir quand c'est trop et tout ça. Maintenant on est arrivé, c'est devenu un peu, pour une personne en fauteuil, un peu la jungle. Donc si on n'a pas, disons, toutes les données, on est un peu coincé. C'est plus compliqué. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez le bus, vous avez le tramway, donc ça c'est vraiment un réel. On entendait, c'est ce qu'on nous a dit aussi dans la rue, c'est que aux abords du tramway, tout a été fait correctement, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça devient plus compliqué. C'est le cas, mais ce qu'on dit pas aussi, ce que disent pas forcément les personnes, je pense que Jean, quand il explique que c'est le parcours du combattant, c'est aussi que vous avez du stationnement sauvage, vous avez aussi des barrières commerçantes, vous avez plein de choses qui empêchent un cheminement qui a pourtant été pensé et qui a été travaillé par les services voiries. Il faut aussi entendre que l'incivilité
constante de nos concitoyens empêche aussi l'accessibilité de la ville. Alors même si on travaille vraiment à ce que les cheminements soient les plus perfectibles possibles, je dis pas qu'il y a du travail. Sur la voirie, il y a du travail. Par contre, je maintiens qu'on sera toujours un peu bloqué sur le cheminement, et vous voyez bien des potelets un peu qui sont partout dans la ville pour empêcher ce stationnement sauvage. Il faut à un moment donné que nos concitoyens entendent que le trottoir appartient aux piétons et pas qu'aux personnes en situation de handicap. Pour parler des poussettes, mais à tout le monde. Vous avez aussi bien les personnes âgées, vous avez les mères de famille qui sont au même point de vue que nous. C'est pour ça. Donc tant que la conscience ne sera pas là, ça sera la guerre pour tout le monde. On parlait aussi de signalétique il y a un instant, c'est cette idée de faciliter la compréhension de tous pour des handicaps différents, des handicaps qui touchent le mental. Comment on fait concrètement? C'est des smileys, c'est des couleurs, c'est... Alors sur la ville, là par contre, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'est vraiment pas au point. La signalétique d'ailleurs au sein de, je pense même pour les personnes valides, la signalétique manque cruellement au Mans, en centre-ville notamment, mais également dans les quartiers. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille vraiment en lien avec la culture et le tourisme, parce que ça ne touchera pas que les personnes en situation de handicap. Il y a aujourd'hui des solutions innovantes qui existent, il faut vraiment qu'on puisse s'adapter à ça, et alors à la fois vraiment pour tous les types de handicap. Alors Bruno Beaune, vous êtes enseignant-chercheur, ça fait partie de vos recherches, ça? Alors non, ça fait pas partie de mes recherches, mais ça fait partie de recherches de certains collègues, par exemple, qui travaillent, notamment, par exemple, des personnes qui travaillent auprès de personnes autistes ou déficients intellectuels, et qui développent un système de signalétique par pictogramme pour échanger. Donc ça peut être de ces solutions. Ça peut être aussi l'utilisation des outils modernes à travers les smartphones, et comme je disais tout à l'heure, par exemple, des sortes de radioguidage par pictogramme ou autre, avec des balises qui pourraient être donner ce type d'information. Il y a des outils qui sont en train d'être développés. Actuellement, on élabore un programme, on est en cours d'élaboration d'un programme, mais qui est plutôt à destination des personnes âgées, mais dont le but est justement de voir comment on pourrait utiliser ces nouvelles technologies pour encadrer, pour aider à donner plus d'autonomie aux personnes âgées à domicile ou à l'extérieur. Mais ce sont des solutions qui peuvent s'adapter à plein d'autres domaines. Et bon, il y a plein d'équipes qui travaillent dessus. Et la nouvelle technologie, ça fait partie bien sûr de la facilité. La prochaine étape pour Le Mans, c'est quoi? C'est une borne? C'est un totem qui nous expliquerait où on est, où on peut aller? On a vu ces choses-là dans d'autres villes. Aujourd'hui, on a équipé la métropole de feux sonores, notamment autour de la deuxième ligne Tempo, la deuxième ligne de tramway. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin, puisque avec ce système de déclenchement de feux sonores, donc qui sont à destination des malvoyants et des non-voyants, avec une télécommande, ils peuvent déclencher le feu pour qu'il leur dit rouge piéton ou qu'ils peuvent passer. Ça peut déclencher également des bornes de guidage dans des bâtiments. Donc par exemple, on peut déclencher, si on a à terme à arriver en mairie, et se dire voilà, vous êtes à l'accueil, sur votre droite c'est telle salle, sur votre gauche c'est telle salle, dans un bâtiment culturel également. Donc tout ça permettrait déjà d'utiliser ce qu'ils ont actuellement. Le smartphone, bien évidemment, est en train de se développer et permettrait de ne pas forcément avoir ces télécommandes spécifiques, d'utiliser son téléphone. Voilà, pour avoir ça. Donc pour les malvoyants, les non-voyants, pour les malentendants, on peut également imaginer des boucles magnétiques portatives. On en a déjà, mais ça pourrait se développer. Les pictogrammes dont on parlait tout à l'heure pour les personnes qui ont des déficiences cognitives. On a vraiment besoin de ces nouvelles technologies pour avancer. Et oui, idéalement, la signalétique qui permet à la fois aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux touristes. Parce que si on développe quelque chose qui parle français, on peut le développer en anglais, en espagnol, etc. C'est vraiment la prochaine étape. Le principe est que si on peut s'adresser aux personnes handicapées, on peut s'adresser aussi à tous. À tout le monde. C'est plutôt que de partir de tous vers les personnes handicapées, peut-être réfléchir dans l'autre sens, en partant du principe que si on peut le plus, on peut pour tout le monde à ce moment-là. Tout à fait. Très bien, c'est malheureusement déjà à la fin de cette première partie. Nous allons marquer une courte page de publicité et le débat reprendra. À tout de suite. Pour Noël, place au grand déstockage. Profitez de moins 20% sur le stock livrable avant Noël. Dans votre liste de cadeaux, un nouveau canapé, un séjour design et une literie moelleuse. Sans oublier la reprise de vos anciens meubles. Meubles Gauthier, des meubles. Meubles Gauthier, route d'Alençon, zone commerciale nord au Mans. 72 Autopark, concessionnaire de la marque Kia. Véhicule neuf. Garantie 7 ans Kia. Toute une gamme de services et de véhicules d'occasion. Kia 72 Autopark, 10 bis rue des Frères Renault, au Mans.
LMTV vous invite à l'émission spéciale Y'a plus qu'à fait son show au Saulnières le mercredi 7 décembre dès 13h30. Au programme, Charlie El Trio, Joa et Yelam. Pour mettre en avant les actions de l'association Cénoman, de la Ligue contre le cancer et Jaspi. Les artistes Y'a plus qu'à seront aussi de la partie avec Daigon, Ted, Guillaume Moreau et Mathieu Chéneau pour une émission hors norme. Venez partager ce moment avec nous. De retour dans le Jeudi Parlons-en, si vous nous rejoignez, je rappelle le thème de cette émission. Nous discutons ensemble de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et dans cette seconde partie, nous allons parler de l'accessibilité au travail. Et nous a rejoint pour cette deuxième partie Quentin Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'AMIPI Le Mans. C'est une fondation qui aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, concrètement, on recrute des personnes avec une reconnaissance handicap. On est plus spécialisé sur l'handicap mental, handicap dit cognitif. On les forme et on fait des apprentissages grâce à un outil industriel qu'on a développé depuis 50 ans qui est l'équipementier automobile. Donc on fabrique des faisceaux électriques pour des grands groupes que sont les groupes PSA et Renault. On fait aussi des faisceaux pour d'autres équipementiers comme Plasticomium et Faurecia. Et les gens restent à peu près chez nous entre 5 à 10 ans. On travaille en CDI? En CDI, voilà, on les embauche en CDI, on travaille avec eux, en fait on est une usine ordinaire dans le... Voilà, c'est pas une association, c'est pas, on ne fait pas de l'initiation. Voilà, on est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, ça veut dire qu'en fait 80% de notre effectif est reconnu travailleur handicapé, donc toutes nos personnes en production et même sur des postes à responsabilité ont un handicap. Et l'objectif c'est de les faire progresser grâce à cet outil industriel sur le rythme de travail, sur le savoir-être industriel, ça veut dire respecter la qualité du produit, savoir livrer un client à temps. Et l'objectif après, c'est on a des partenariats locaux avec les entreprises pour les insérer dans le milieu ordinaire. Donc on a bossé énormément avec le groupe LDC sur la Sarthe, avec le Pratique à la Milès, beaucoup d'entreprises. Et donc on a tout un dispositif très sécurisé pour passer d'un CDI dans une entreprise adaptée à un CDI dans une entreprise dans le lambda. milieu ordinaire. La proportion, c'est quoi de personnes qui sont ensuite insérées. Donc on a en tout dans la fondation donc 600 opérateurs regroupés sur 7 sites différents. Sur Le Mans, c'est 120 personnes. Et on insère à peu près entre 3 à 4 personnes par an. Voilà, donc c'est pas énorme, mais aujourd'hui on est au niveau national bien placé dans les entreprises qui font de l'insertion CDI pour CDI. Très bien. Quand on parle travail, on pense aussi à l'école d'abord. Est-ce que les élèves en situation de handicap trouvent place, ou est-ce qu'on a une liste d'attente qui, comme dans certaines villes, s'allonge indéterminément? Tout dépend des handicaps, bien sûr. Tout ce qui est handicap moteur, malvoyance, malentendant, sourd, on a évidemment des classes spécialisées qui sont pas forcément gérées par la collectivité, mais qui trouvent place dans des écoles du Mans. Par exemple, l'école Marceau accueille les malvoyants et les malentendants et puis les sourds également. On a pour tout ce qui est troubles cognitifs dont on parlait, donc les personnes, les enfants qui sont en déficience mentale, ils sont directement intégrés dans des IME, dans des écoles spécialisées, et on a des classes externalisées, puisque le principe c'est bien et bien l'intégration au milieu ordinaire, mais ça passe quand même par un encadrement différent. Donc on a Gérard Philippe et Louis Berriot sur Le Mans qui accueillent des classes externalisées d'IME Maléco. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Je sais que le collège Cocteau, il me semble, après prend la suite, et peut-être, je crois qu'il y a eu, on commence les lycées. Donc oui, il y a la volonté, c'est l'intégration au milieu ordinaire. Mais pour le classique, classique qui n'est pas, mais pour les enfants qui sont par exemple en fauteuil ou qui ont des difficultés de déplacement, ça passe par le bâti. Donc ce qu'on parlait dans la première partie. Mais c'est une priorité ? Bien sûr. Les établissements scolaires sont les premiers bâtiments qu'on va travailler. On a déjà travaillé. On travaille par groupe scolaire de façon à ce que les enfants puissent accéder dans leur quartier à un groupe scolaire accessible. Et toutes les écoles, de toute façon, auront une accessibilité
mis à part le PMR, parce que là on parle d'ascenseurs dans chaque école primaire avec des étages, donc la collectivité ne peut pas engager des ascenseurs partout, donc elle le fera par groupe scolaire, par territoire, de façon à ce que les enfants ne soient pas trop éloignés de leur lieu de leur quartier, qu'il y ait au moins une école qui soit adaptée. Voilà. Très bien. Bruno Beaune, ces jeunes, on les retrouve ensuite à la fac? On en retrouve quelques-uns à la fac. Ce n'est pas malheureusement la majorité, parce que très souvent le handicap s'accompagne de contraintes de traitement, de contraintes de prise en charge qui font que la scolarité peut être parfois difficile. Et donc du coup, beaucoup malheureusement d'enfants handicapés vont être en situation de ne pas pouvoir accéder à l'enseignement supérieur parce que leur scolarité n'arrive pas en fin de compte à se dérouler comme celle d'un enfant ordinaire. C'est un handicap supplémentaire malheureusement, mais qui existe, mais ça n'empêche pas certains d'accéder à l'université. Alors handicap physique, moteur, oui, il y a des étudiants que l'on voit en fauteuil roulant, des étudiants malvoyants, non-voyants. Il existe des aménagements, des possibilités d'accueillir ce type d'étudiants, éventuellement des modalités d'accompagnement. Et puis, il existe aussi à l'université un statut d'étudiant handicapé qui permet d'aménager les emplois du temps. C'est ça, c'est du cas par cas à chaque fois. Alors après, ça va dépendre du type de handicap, de la gravité, de la lourdeur, entre guillemets, du handicap. Ça va dépendre également de la possibilité d'aménager certains enseignements ou pas. Aménager l'accessibilité à un amphithéâtre, ça peut paraître assez facile. À la limite, quand il y a des places en bas et que l'amphithéâtre n'est pas trop raide. C'est là on retrouve le même problème que tout à l'heure. Se déplacer dans des salles, ça va être possible. Mais il y a certains types d'enseignement, par exemple certains types de travaux pratiques. Quand vous avez à atteindre, par exemple, des paillasses et que vous êtes en fauteuil, c'est pas toujours évident, puisque la hauteur des paillasses qui est réglementée, est très strictement réglementée, empêche, par exemple, tout bêtement, de pouvoir exécuter certains travaux. Et donc d'accéder à certaines formations de fait. Jean Marchand, l'APF, du coup, elle aide les jeunes le long de leur scolarité? On essaye, dans la mesure du possible, de trouver des jointures de façon à permettre à ce que tous les types de handicap, ainsi que dans leurs études, puissent aller dans certains endroits lorsque c'est possible. Mais on en revient toujours pareil, aménager parfois certains endroits, c'est, ça serait illogique de mettre, mettons, des millions dans un endroit, parfois pour une seule personne. Alors il faut faire des choix. Il y a une liste avec des universités qui sont plus ou moins accessibles? Oui, la liste elle existe, mais ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Alors il y a des endroits où vous allez bien avoir un élève qui va faire un cursus sur telle et telle chose, il sera obligé d'aller par exemple soit à Paris, soit à Bordeaux, à Nancy, parce qu'il sait que dans cet endroit-là, il trouvera tout ce qu'il veut. Donc il ne faut pas hésiter parfois à savoir se déplacer pour pouvoir continuer à faire ses études. Tout simplement, c'est que déjà aussi, les universités n'offrent pas tous les cursus, donc il y a déjà ce choix également. Et puis, par contre, l'université est tenue, et comme tout établissement public, est tenue d'accueillir les personnes handicapées. Et ensuite, en fonction on va essayer de mettre en place des solutions, qui peuvent être des solutions matérielles, physiques, mais qui peuvent être aussi des solutions d'accompagnement, de mise à disposition également de matériel. À l'Université du Maine, on met à disposition des tablettes pour des personnes malentendantes. On met à disposition des fauteuils roulants également pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement. On accueille par exemple des étudiants qui viennent de l'étranger, avec des situations de handicap parfois lourds, physiques, mais qui n'ont pas de fauteuil et qui n'ont pas accès aux aides pour les fauteuils. Donc on va mettre à disposition par exemple des fauteuils. Ça peut être des solutions très simples, mais ça peut être aussi des solutions plus lourdes d'accompagnement des personnes. Et c'est souvent là que c'est à la fois facile quand on a des volontaires, quand on trouve des personnes, et compliqué quand on ne trouve pas de personnes. C'est un petit peu le problème du primaire, du secondaire, avec les accompagnants des enfants handicapés, des fois dans les classes. Parce que des fois, il faut une présence permanente. Et ces accompagnants, il y en a assez, ou c'est aussi un problème justement ? Non, c'est un problème. Alors là, encore une fois, on n'est pas directement compétent, mais bien évidemment, ces enfants sont dans nos classes avec du personnel enseignant de l'Éducation nationale, et donc les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, ne sont pas toujours présentes dès la rentrée. Parfois, ça met un peu plus de temps. Elles sont pas forcément sur des temps pleins. Parfois, elles gèrent plusieurs enfants. Donc, elles sont là en renfort de l'enseignant, et c'est une des revendications des associations. Moi, je me joins à elles en tant que politique. Je crois
aujourd'hui qu'on ne peut pas se dire le milieu ordinaire va être facilité par le simple cadre bâti, par le simple cadre mobilité qui nous revient à nous, collectivité. Elle est aussi par l'accompagnement humain. L'humain, on parlait tout à l'heure d'aménagement de choses spécifiques. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ont des droits qui sont la prestation de compensation du handicap, qui leur permettent de compenser leur handicap. Aujourd'hui, ces sommes-là ne sont pas toujours réclamées. Le délai pour obtenir ces aides est très très long, ce qui ne facilite absolument pas l'intégration au milieu ordinaire, à la fois des enfants, mais aussi des adultes, des jeunes adultes dans la cité. On ne peut pas juste qualifier l'accessibilité simplement à ce qui est matériel. Il faut à un moment donné qu'on prenne en considération que l'humain a une part très importante. Certaines personnes auront toujours besoin d'accompagnement et ça passe par ces procédés-là qui aujourd'hui sont très très longs à obtenir et qui en plus mettent à mal à la fois les enfants qui sont accueillis ou les jeunes adultes, mais aussi le personnel enseignant, le personnel encadrant d'une école. Parce que quand vous n'avez pas la personne pour accompagner, c'est compliqué quand même. Quentin Lambert, concrètement, qu'est-ce qui est fait envers ces personnes qui arrivent ? Qui gère ? Il faut du personnel formé, informé sur la question ? Alors, nous, le dispositif qui a été choisi par la Fondation, on a adapté l'outil, c'est-à-dire que l'outil de travail, c'est-à-dire l'équipementier automobile qu'on a développé, c'est les postes qui sont adaptés. L'encadrement n'est pas adapté, c'est-à-dire que nos chefs d'équipe sont des chefs d'équipe industriels qui pourraient bosser autant chez Renault ou dans l'automobile. Par contre, l'outil est adapté, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par des postes assez simples et petit à petit, on a un parcours où on développe, on se met en confiance progressivement jusqu'à des postes à responsabilité. Et une fois que la confiance est là, qu'on est prêt, on commence à bosser un parcours vers le milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'un projet, clairement un projet, l'opérateur prend en main son projet, en fonction de là où il veut aller, est-ce qu'il veut travailler dans l'agroalimentaire, dans le ménage, dans différents domaines, dans l'industrie automobile, dans d'autres industries, dans la restauration. Et ensuite, on travaille avec lui un projet, donc on travaille son CV, on travaille l'entretien individuel, et après, il est vu comme une embauche ordinaire, ça veut dire qu'on le met aujourd'hui en concurrence directe avec quelqu'un qui sort d'études, à part qu'il a une expérience professionnelle dans le milieu automobile. Et cette expérience et cette confiance qu'il peut avoir chez nous lui permet d'être, même si après il a toujours ses lacunes de lecture-écriture, il y a toujours des lacunes qui sont là, mais cette confiance lui permet de pouvoir rebondir dans le milieu ordinaire. Et on a sur le Mans de nombreuses expériences et sur d'autres bassins aussi, où la personne se montre même on va dire, totalement intégrée dans le milieu ordinaire après, quoi, et sur plusieurs années. Et on en parlait tout à l'heure, la signalétique, ça peut être un gadget supplémentaire pour... Alors, voilà, donc nous, le principal souci, c'est comme la lecture-écriture. On a des jeunes qui arrivent, qui ont des gros soucis de lecture-écriture, qui ont été décelés dès le CP. Donc effectivement, dès le CP, CE1, ils sont orientés vers des classes IME ou des classes, maintenant ça s'appelle les classes ULIS ou les classes SECPA. Et ils arrivent, alors soit ils écrivent en phonétique ou des difficultés, alors ils savent lire quelques mots mais pas des grandes phrases, donc on bosse beaucoup effectivement avec des repères visuels, des smileys, des couleurs, des codes couleurs, et la câblerie est bien là-dessus puisque la plupart des câbles qui sont dans vos voitures sont des câbles avec des fils jaunes, des fils rouges, des fils verts, et l'opérateur sait que telle option, par exemple vous allez mettre votre clignotant, ça va être le fil vert, vous allez mettre votre désembâche, ça va être le fil rouge, et voilà comment ils arrivent à câbler vos voitures. Très bien. On parlait tout à l'heure, vous êtes enseignant-chercheur. Enseignant, c'est-à-dire que vous formez les gens aux nouvelles... Oui, double casquette, c'est-à-dire d'un côté la formation, la préparation des étudiants à l'accompagnement et au développement de méthodes ou de techniques de prise en charge des personnes handicapées, malades ou autres à but de santé par exemple, mais également éducatifs, mais également sportifs. La particularité au Mans, dans la région, c'est qu'on a développé notamment cette filière activité physique adaptée et santé qui est dirigée auprès des personnes handicapées. Et puis il y a la partie recherche, donc chercheurs dans un laboratoire pour essayer de comprendre les phénomènes qui peuvent conduire au handicap ou pour trouver des solutions qui peuvent permettre de soit réduire, accompagner ou éventuellement annihiler, j'aime pas trop ce mot, mais au moins masquer le handicap, dans certains cas. Très exceptionnel malheureusement, mais ça reste toujours un objectif. Très bien, à nouveau nous devons marquer une pause, nous serons de retour dans moins de 2 minutes. Le temps juste de vous remercier Quentin Lambert d'avoir accepté notre invitation. Merci et bon courage dans votre travail qui je pense est indispensable
pour cette question d'insertion et d'accessibilité, encore une fois, pour le travail. Dans un instant, on parle des sports et des loisirs. À tout de suite. Bienvenue chez Decathlon. Oxelo, de grandes roues pour aller partout. Nous sommes fiers de ce que nous fabriquons. Découvrez la gamme Les Créations par Intermarché, disponible toute l'année. Tout pour faire des cadeaux à vos proches chez Jiffy. Comme ça, vous êtes contents et nous aussi. Jiffy, des idées de génie. Découvrez les menus Les Créations par Intermarché à moins de 8 € par personne. Bon allez les gars, dites-nous ce que c'est. Ça se voit, non? Tiens, serre. Non. Mais si. Une pizza, des pâtes. Ah, mon portable. Et voilà le reçu. Merci. Un parion sport. Qui c'est qui avait raison? Pour simplifier vos paris en point de vente, téléchargez la nouvelle application Parions Sport Point de Vente. Maintenant, avec Canal, personnalisez votre télé avec les meilleures chaînes de sport. Donc Canal+, Canal+ Sport, Bein Sport et en exclusivité Eurosport. Et faites-vous enfin la télé que vous aimez. Canal, une nouvelle télé, la vôtre. Découvrez nos nouvelles offres de lancement à partir de 19,90 € par mois au 39,10. Troisième et dernière partie du jeudi Parlons-en. Il est ce soir question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et dans cette troisième partie de celle aux loisirs et au sport. Je vous propose, avant d'en parler tous ensemble, de regarder un portrait qui a été diffusé dans le journal sur LMTV. C'était le 30 août 2016. Frédéric Cataneo, un exemple que malgré un handicap, on peut aller jusqu'au plus haut dans le sport. Regardez. Jusqu'en 2002, Frédéric Cataneo était un bon joueur de tennis, niveau amateur. Après son accident de moto, sa vie a basculé, sa carrière aussi. Ce mardi après-midi, le joueur de 37 ans tape ses dernières balles dans la halle des sports de l'université. Vendredi, destination Rio pour disputer les Jeux paralympiques de tennis. Je me sens détendu pour l'instant, je sais qu'il va se passer quelque chose dans peu de temps. En 2012, Frédéric dispute ses premières Olympiades à Londres. Médaille d'argent en double. 4 ans après, il espère au moins conserver son titre, voire mieux. Son entraîneur y croit. La main gauche, faut qu'elle redescende aussi. Le Sartois pourrait même faire un bon résultat en simple, à condition, comme le dit son coach, de s'arracher. Il a un énorme coup droit. Maintenant, il a un revers qui est très efficace. Service, ça progresse. Et après, il va falloir faire la mayonnaise de tout ça, que ça prenne un petit peu. Et le défaut, si on peut dire, c'est qu'il n'a pas assez confiance. C'est toujours le même truc. C'est que ce qu'il produit à l'entraînement, il y a encore un petit décalage avec ce qu'il produit en match, où il est un petit peu passif sur le match. Roland Garros, Wimbledon, Londres et maintenant Rio. Frédéric est devenu le champion qu'il a toujours rêvé d'être quand il était valide. Les gens sont assez choqués quand je le dis, c'est que si j'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu cette vie-là. Donc c'est vrai que dans mon malheur, moi ça me fait tout mon bonheur. Le numéro 9 mondial jouera en double avec l'un des joueurs les plus expérimentés du circuit, Michael Jérémiaz. Une fierté et une motivation supplémentaire pour le virevoltant sartois. Premier match, le 9 septembre. Il parle de bonheur. Jean Marchand, vous comprenez? C'est un exemple, ce genre de personne? Ah oui, je comprends, parce que disons que moi qui ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, on part, on est heureux, tout, et puis si vous revenez avec une médaille,
c'est là que tout revient. Et là où vous apercevez que tous les efforts que vous avez faits, vous en avez bavé et tout, et puis c'est finalement la grenade qui explose. C'est encore plus fort ? Ah oui, c'est encore plus fort. Il vous faut même d'ailleurs un certain temps avant de pouvoir assimiler lorsqu'on vous remet, disons, la médaille, et puis lorsque votre hymne, là c'est fort. Richard Magnette, vous êtes le président de la Ligue des sports adaptés des Pays de la Loire. Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors, la Ligue de sport adapté a délégation de sa fédération pour toutes les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc, ça rejoint ce que l'on a entendu tout à l'heure. Parmi les jeunes qui sont en IME, en CLIS, en ULIS, en SECPA, c'est-à-dire en enseignement spécialisé, éducation nationale, et puis après les jeunes adultes et jusqu'aux personnes qui sont soit dans des entreprises adaptées, dans des ateliers protégés, anciennement les CAT, maintenant les ESAT, et également dans des foyers de vie ou foyers d'hébergement. Et nous allons en loisirs, ou on va dire plutôt en entretien physique, jusqu'aux personnes polyhandicapées dans les maisons d'accueil spécialisées. Et grâce au travail qui est fait à l'Université du Maine en particulier, à l'Université d'Angers ou de Nantes, à travers des professionnels formés avec un diplôme activité physique adaptée, STAPS APAS, ces personnes sont au plus près des personnes pour satisfaire leurs besoins en matière aussi bien de loisirs, pour ceux qui peuvent et qui veulent en matière de compétition, et pour certains, avec un très grand bonheur, ceux qui rejoignent le haut niveau ministériel. Bruno Beaune, la recherche, en quoi elle consiste exactement dans l'adaptation ? La recherche dans l'adaptation, comme pour le sport de haut niveau, elle consiste d'abord à essayer d'améliorer la performance et de trouver les ressources qui permettent d'améliorer cette performance. Chez la personne handicapée, quelle qu'elle soit, ça va se doubler ou éventuellement se compliquer d'un élément supplémentaire qui est d'aller voir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les limites imposées en plus par le handicap pour essayer soit de prévenir ces effets, soit de les contourner, de trouver d'autres stratégies ou éventuellement d'utiliser certaines formes du handicap pour aller plus loin et aller vers certaines formes de déplacement comme on a vu par exemple avec Frédéric Cataneo. Tous les sports sont adaptables ? Tous les sports sont potentiellement adaptables, certains plus facilement que d'autres, mais on a des exemples. Par exemple, il y a des exemples, c'est celui du football, qui est quand même un des sports les plus connus, qui est donc un sport valide, qui a été adapté aux personnes handicapées, par exemple non-voyantes. Et voilà, on explique rapidement, on est passé au ballon. CC-foot, c'est-à-dire sur un jeu qui se faisait sur un terrain de grandeur habituelle avec un ballon sonore, et donc les personnes se repéraient par rapport à ce ballon sonore. Comme c'était peu efficace, on a réduit les dimensions du terrain. Puis on a ensuite, pour éviter de perdre du temps, pour aller chercher les balles, on a clôturé ce terrain par des bandes qui permettaient au ballon de revenir, et on a ainsi créé une nouvelle activité, qui est une activité maintenant valide qui se développe, qui est le futsal. C'est-à-dire qu'on est parti d'une activité valide vers une activité handicapée, et qui a permis de recréer une activité, cette fois-ci valide. Donc tous les sports sont adaptables, on peut ainsi, par des aménagements simples ou complexes, arriver à tout. Et Sophie Moisy, on peut les proposer, tous ces sports-là sont proposés au Mans ? Au Mans, non, sur le département, je pense que le comité en participe. En grande partie, disons que ce qui est surtout difficile, c'est d'arriver à englober dans les équipes valides du sport handicapé, parce que ça nécessite des aménagements. Et ça, c'est pas toujours évident. À la faculté, notamment ? À la faculté, comme dans tous les clubs, ça nécessite des aménagements, des personnels qualifiés, des personnes qualifiées pour accompagner, parce qu'il faut savoir aussi anticiper éventuellement certains problèmes. Et puis, il y a aussi le problème du nombre. C'est-à-dire que quand vous voulez faire, comme tout à l'heure pour Frédéric Cataneo, un sport individuel, vous avez envie de le faire, c'est facile, on peut aménager. Vous avez envie de faire un sport collectif, vous voulez faire du CC-foot, vous voulez faire du quad rugby, par exemple, le fauteuil, vous avez besoin de 2 personnes autour de vous. Vous avez besoin d'aménagement. Et donc, il faut déjà avoir aussi suffisamment de monde. C'est tout un ensemble. Exemple concret, on parlait football, le comité départemental de sport adapté de la Sarthe organise des plateaux
football en collaboration avec le district de foot et la ligue, anciennement Ligue du Maine de football, maintenant Ligue Atlantique, Ligue Pays de la Loire de football, et bon, ça se déroule merveilleusement bien, mais effectivement on ne peut pas, compte tenu des difficultés liées au handicap et aux différences de handicap des uns par rapport aux autres, on ne réalise pas des compétitions sous la forme de football à 11, mais de foot à 7, afin de permettre aux équipes de se rencontrer dans les meilleures conditions. Et bon, la ville du Mans participe largement en mettant à disposition ces installations, au même titre que, c'est pas Jean qui me contredira, qu'elle met à disposition pour une somme modique des salles permettant de créer des écoles de sport pour les plus jeunes. Donc école de sport, sport adapté et école de sport handisport, ouvertes tous les mercredis pour les jeunes. Après, il y a l'autre problématique, c'est que là on parle aussi de compétition, de sport compétitif, il y a aussi le sport loisir. C'est-à-dire que les personnes handicapées n'ont pas toujours envie, comme les personnes valides, de faire de la compétition. Des fois elles veulent faire du sport loisir, et on avait essayé une année de créer une section handisport à l'université, qui a échoué, non pas parce qu'il n'y avait pas la volonté de le faire ou qu'il n'y avait pas les moyens de le faire, mais tout simplement parce que les personnes handicapées à qui ça s'adressait n'avaient pas envie de rentrer dans une section qui débouchait sur de la compétition et voulaient continuer à faire du loisir avec les copains, avec les autres, et en privilégiant leurs études plutôt qu'une pratique sportive. Et donc rester sur une problématique de loisir qui leur convenait, ce qui d'ailleurs était très bien du point de vue intégration. Ouais. Quand je pensais à tout sport est-il adaptable, quand on pense à des handicaps mentaux ou psychiques, est-ce qu'on peut faire comprendre des sports de violence par exemple? Alors, exemple très concret, dès ce samedi aura lieu l'inauguration, la création d'une nouvelle section sport adapté en Sarthe, et il s'agit de boxe taille. Donc vous voyez que même ce type de sport est adaptable. Au niveau de notre fédération, la fédération propose approximativement entre 70 et 80 disciplines. Simplement, il y en a 18 à 20, comme on dit, qui sont codifiées, c'est-à-dire qui ont été reprises du monde ordinaire, avec des règlements adaptés, suivant les handicaps des personnes. C'est ce qu'on rejoint aussi avec le handisport, où, en fonction du handicap fauteuil, les règlements sont adaptés par catégorie. Donc, je dirais que quasiment tout peut s'adapter. On a des sportifs, je prends l'exemple qui est peut-être le plus marquant, on l'a vu au moment des Jeux de Rio, des athlètes paralympiques handisport tirés à l'arc en étant pratiquement sans bras et tirés avec la bouche et la jambe et la bouche. De la même façon, nos sportifs handicap mental ont les mêmes capacités pour... Et est-ce que ça pose pas des questions de sécurité, d'encadrement différentes? Aucun. Dès l'instant, on a affaire à des professionnels formés, diplômés, qui ont les prérogatives prévues par la loi. Et c'est inhérent à l'activité elle-même également. Voilà. Donc, on se doit d'appliquer le principe de sécurité. Comme pour tout participant. Après, on parlait tout à l'heure des sports de percussion. On peut aussi, on est dans la logique où la personne va pratiquer, mais on peut aussi utiliser, tout à l'heure je parlais de sport qui était un peu un outil, on peut aussi utiliser, même chez les personnes avec troubles cognitifs, des sports de percussion à dominante violente pour leur apprendre justement à maîtriser leurs émotions, à canaliser et apprendre à respecter l'autre également. Donc ça peut, le sport peut être une finalité, il peut être aussi un outil qu'on peut utiliser. Le tout, c'est de savoir ce que met en jeu l'activité, ce que met en jeu le handicap et comment on peut conjuguer les deux à ce moment-là. On parle de sport, il y a aussi le loisir. Est-ce que pour la ville du Mans, c'est aussi une question touristique, une ville qui peut proposer du tourisme adapté? Ça fait partie des projets? Ça fait partie des projets et on est très très fiers parce que nous avons eu le label tourisme et handicap pour la maison de la forêt. On essaie de l'avoir pour la maison de l'eau à l'Arche de la Nature. On l'a eu récemment pour le musée vert, également l'office du tourisme. Donc vous voyez, c'est une grande préoccupation que de pouvoir accueillir à la fois les Manceaux, les Sartois, mais aussi tous les touristes. C'est aussi pas que le tourisme, c'est aussi la culture, c'est permettre à des personnes en situation de handicap, à la fois, encore une fois, on va parler du bâti, mais d'accéder à nos bâtiments, de pouvoir être à côté de son conjoint quand on va au théâtre. Ça, c'est possible au quinconce. On peut enlever des fauteuils et être assis à côté de son conjoint et pas forcément dans un endroit réservé. C'est aussi permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir exercer sur nos planches.
Donc en essayant de faire venir des spectacles qui mettent des personnes en situation de handicap. On a un partenaire qui est la Bertoche qui met justement des personnes déficientes qui ont des déficiences, des problèmes, qui ont des handicaps cognitifs, de pouvoir accéder aux planches. Voilà, c'est pendant la parade des 24 heures réserver un espace pour que les personnes à mobilité réduite voient la parade, permettre à des personnes en fauteuil de pouvoir défiler pendant le Manfait sans cirque. C'est tout ça, c'est beaucoup de choses en fait. Disons que c'est tout un ensemble de façon à ce que, disons, valides, handicapés, on ne fasse plus qu'un. C'est ça. C'est ça le but. Et vous faites partie, vous, d'une commission qui vient tester ce genre de... Oui, j'accompagne la commission pour, disons, tester toutes les infrastructures de façon à parfois dire, là, ici, c'est pas bien, on modifie en fonction et tout ça. Et l'idée après, c'est quoi? C'est de décerner un label quand tout marche bien, on attend le retour de ceux qui ont participé. Quand ça remonte et qu'on nous dit, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça nous aide après par les autres années à modifier tout ce qui n'a pas été, disons, convenable. De façon à arriver un jour à 99,99. Je pense très bien que le 100% n'existera pas. Et là on pourra dire qu'on aura fait notre travail correctement. Très bien. L'émission touche à sa fin. Je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir conclure. Je commence par vous, Richard Magnette. Déjà, merci de nous avoir accueillis et d'avoir permis de parler de la problématique de l'accessibilité et du handicap sous toutes ses formes. Maintenant, je dirais que pour nous, l'objectif est d'essayer d'inclure le maximum de personnes en milieu ordinaire, leur apporter le maximum de bonheur, le lien social et de vivre dans la cité dans les meilleures conditions possibles. À partir de là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine Olympiade qui vient de commencer avec un objectif Tokyo 2020 et surtout, en ce qui concerne le sport, un Paris 2024. Très bien, merci. Sophie Moisy. Moi, je vais rejoindre ce qui a été dit. Merci de l'invitation. Merci de parler de ce sujet-là parce que comme on a été finalement très vite et on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses quand même quotidiennement. Encore une fois, en concertation avec les usagers, c'est important. Donc pour les usagers qui regarderaient, pour les associations, les représentants d'associations qui touchent au monde du handicap, je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Mon bureau est grand ouvert, est accessible et j'aime énormément échanger avec l'usager parce que c'est comme ça qu'on fait des choses intelligentes pour tout le monde et qu'on répond aux besoins de nos concitoyens. Donc n'hésitez pas. Parfait, merci. Bruno Beaune. Oui, également merci pour cette émission. J'aurais tendance à dire que dans le domaine du handicap, pour l'instant, on fait déjà beaucoup de choses, mais qu'on n'en fera jamais assez. Ça, c'est la première chose. On arrive, comme disait M. Marchand tout à l'heure, le 100% n'existe pas, donc on ne fera jamais assez. Il y aura toujours plus à faire. Le but étant quand même, à terme, qu'on arrête de définir les personnes comme étant d'abord des personnes handicapées, mais qu'on les définisse par ce qu'elles font, qu'elles soient handicapées ou non. Et le jour où on arrivera à ça, déjà, je crois qu'on aura fait un grand pas. Merci Bruno Beaune. Jean Marchand, enfin. Alors moi, si j'avais un vœu à faire, ça serait, disons, si vous avez un handicap ou vous avez des parents, rejoignez-nous. Très bien, j'espère, je pense que le message est passé. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on parlera des modes de garde des enfants en bas âge. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, 18h15.